souvenir très précis dans la vallée de Chepé en Afghanistan, quand le PC que je commandais a été attaqué et que le guideur air avancé américain que je venais de briefer m'a été ramené avec une balle dans la tête. Le courageux s'ignore toujours. Il n'y a pas de courage construit. Ça n'existe pas. Le courage, c'est un instant particulier. Les gens qui ne connaissent pas le milieu militaire sont, alors, eux, stupéfaits de voir qu'un militaire, ça peut lire, réfléchir, lire d'autres choses. Je me rappelle encore d'un jeune garde du corps du 1er PIMA qui lisait Spinoza dans l'hélico. Il était caporal. Donc après une première partie spécifiquement sur la biographie du général Beaufre, qui était passionnante, nous allons maintenant aborder dans une seconde partie votre parcours et le rapport du monde militaire à la littérature. Alors tout d'abord, d'où vous est venue la vocation militaire ? Alors chacun peut répondre à cette question différemment, d'une part, et d'autre part, les conditions pour lesquelles on choisit ce métier ne sont pas forcément celles pour lesquelles on reste. C'est le principe de l'engagement. Et notre engagement, pour moi, c'est un engagement de plus de 30 ans. Évidemment que les raisons pour lesquelles je suis resté dans l'armée sont peut-être pas exactement les mêmes parce que quand j'avais 16 ans, je réfléchissais pas exactement comme aujourd'hui, j'en ai 40 de plus. Donc moi, mon parcours, vous l'avez cité, c'est d'avoir été dans les bagages de mes parents qui n'étaient pas du tout militaires, mais qui ont parcouru toute la planète parce que mon père était géologue. Donc j'ai vécu essentiellement à l'étranger, donc j'avais une vision de la France qui était réduite en quelque sorte à quelques stéréotypes. Bon. Et donc j'avais une profonde affection pour la France pour n'y être pas. C'est-à-dire qu'on a quand même une grande facilité en France à faire du French bashing parce qu'on y vit, mais quand on n'y vit pas, on mesure à quel point on peut avoir une chance d'être français et de vivre en France. Donc moi, la France, ça s'est résumé pendant des années au drapeau français, à l'ambassade de France, à Niamey, à Bangkok ou à Jeddah. Et pour moi, c'était une sorte d'évidence d'être français, de devoir défendre la France. Premier élément. Deuxième élément, en rentrant en France au collège, j'ai été mis dans une scolarité un peu exigeante parce que je faisais pas grand-chose avant et donc je n'avais plus qu'une seule idée en tête, c'était repartir à l'étranger. Donc si je pouvais trouver un métier qui m'emmenait très loin, c'était très bien. Et puis comme j'étais adolescent, comme beaucoup d'adolescents, je rêvais que d'une chose, c'est de faire évidemment quelque chose qui plairait pas forcément à mes parents et qui me rendrait très indépendant, le côté un peu révolutionnaire de l'ado. Et donc globalement, la combinaison des trois m'a amené assez naturellement vers la carrière des armes, vers l'armée de terre et vers les troupes de marine en particulier. Ça, c'est mon engagement initial. Et donc cette envie irrépressible, cette volonté de s'engager, de se donner corps et âme pour la nation, avec des rêves de départ en mission. Bon. Quand on y est, quand on est engagé au quotidien et qu'on commande, je pense que ces valeurs-là, elles restent et progressivement, elles nourrissent une autre forme d'engagement qui est le sens du service. Servir. Servir sa patrie, bien sûr, mais servir les hommes et les femmes qu'on commande. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en étant soldat, en étant chef de section, en étant commandant de compagnie, en étant chef de corps, en étant commandant de brigade, c'est-à-dire en commandant de 25 personnes à 8000, le sens du service qu'on doit à ses subordonnés, qui s'engagent eux aussi. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas mesuré avant, quand j'étais jeune, évidemment. C'est vrai que c'est un peu une petite subtilité sémantique. Dans l'armée, on ne dit pas « je vais travailler dans un régiment », mais « je vais servir dans un régiment ». Et alors justement, vous avez évoqué vos différentes affectations. Quel était votre style de commandement ? Comment caractériseriez-vous votre manière de commander ? Il faudrait le demander à ceux que j'ai commandés, ils vous le diront bien plus que je pourrais le dire. Moi, mon sentiment profond, c'est que l'organisation militaire ne peut pas tout prévoir, que vous soyez en section, en compagnie, en régiment ou en brigade. Mais pour prendre un exemple, je vais prendre mon exemple, un exemple de commandant de régiment ou de groupement tactique, puisque j'ai été déployé pendant mes 2 années de commandement, la première année au Mali où je commandais un groupement tactique sur le terrain et la 2e année en Centrafrique où je commandais aussi un groupement tactique sur le terrain. Vous faites face à l'incertitude, c'est le propre du métier, vous faites face à une volonté adverse et donc vous êtes dans l'incertitude. Vous ne pouvez jamais réduire complètement cette incertitude. Si vous remontez la décision vers le chef, vous créez un système complètement rigide
qui est un peu l'image d'Épinal que nos concitoyens ont parfois du milieu militaire, qui peut être très joli pour faire de l'ordre serré et d'avoir des belles tenues, mais qui ne résiste pas aux aléas du combat. Si vous êtes capable de décentraliser, de descendre la décision jusqu'au plus bas niveau, vous donnez un caractère extrêmement plastique à votre organisation et vous donnez des responsabilités à vos subordonnés. Évidemment, il y a une prise de risque, mais ces capacités à leur donner des responsabilités permet que celui qui aura affaire à un aléa, qui devra gérer l'incertitude, sera capable de le faire dans les meilleures conditions possibles, jusqu'au point où il peut le faire lui-même. Et donc ce sens des responsabilités, ce commandement par l'intention, en descendant la raison d'être de ce qu'on fait, est absolument fondamental. Et ça a toujours été ma clé de lecture, avec une règle que ceux que j'ai commandés connaissent bien, que j'ai appelée la règle des 3 C, qui est compétence, je fais un métier que je connais, et parce que les autres savent qu'ils peuvent compter sur moi, parce que je suis bon dans ce qu'on me demande de faire, pilote, tireur, il y a un effet de reconnaissance du corps social qui me pousse à être encore meilleur. Un pilote ou un tireur d'élite, il n'est pas de tireur d'élite. C'est parce qu'il se concentre, parce qu'il veut être compétent, et parce que le regard des autres, l'insigne de tireur d'élite, lui, c'est le tireur d'élite. Donc il y a un cercle vertueux. Il y a un cercle vertueux de la reconnaissance qui fait qu'on veut donner beaucoup plus et on veut progresser dans sa compétence. Donc la première clé, c'est la compétence. La deuxième, c'est la cohérence. C'est que je sais exactement où je me situe dans la hiérarchie, pas parce qu'elle est rigide, mais parce que j'ai un camarade à droite, un camarade à la gauche, j'ai confiance dans mon chef et j'ai confiance dans mes subordonnés qui sauront trouver des solutions là où ils sont que moi je ne peux pas avoir, parce que je ne peux pas penser à tout. Et si chacun fait ça, ben en réalité, chacun développe le maximum de ce qu'il peut développer dans sa propre bulle. Et au lieu de se racornir, parce qu'il attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire, et que ça l'humilie, en quelque sorte, ça le pousse à n'en faire surtout pas plus, lui laisser un espace de développement qui lui permet de donner la totalité de ce qu'il peut faire. Et là, vous voyez des gens qui sortent de leur cadre. Et là, vous leur dites, mais tu ne peux pas rester là. Tu dois faire autre chose, en fait. Et donc, vous valorisez la totalité de l'organisation. Et le jour où ça cranfe vraiment, ben, vous avez besoin de gens qui prennent leurs responsabilités à leur niveau jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire. Et après, ils transfèrent le bâton merdeux au-dessus parce qu'ils ne peuvent plus faire. Voilà. Et ça évite que le moindre problème remonte au commandant du groupement qui sera incapable de gérer. Parce que votre disque dur, il est limité. Et donc, tout l'espace libre que vous possédez, c'est parce que les autres assument leurs responsabilités au-dessous de vous. Et en plus, vous les valorisez. Cohérence. Donc, la cohérence, c'est pas la hiérarchie stupide. C'est la hiérarchie bien pensée pour chacun et l'espace dans lequel il peut se développer, à la fois un espace de développement, mais un espace sécurisant. Si vous dites à quelqu'un qui ne connaît rien du tout, demain, tu vas commander la compagnie, il va être complètement perdu. Donc, il y a un espace, et chacun va trouver cette espèce de limite qui lui permet de progresser toujours un peu plus. La troisième clé, c'est la cohésion. C'est-à-dire que, au-delà des grades, au-delà des armes, au-delà de tout, l'expérience de l'extrême vous unit, vous soude, vous cimente à vie, quel que soit votre grade. Quel que soit votre grade. Et là, c'est pas tu es à tel poste, donc tu vas faire ça. C'est OK, mon chef de groupe est blessé, je réfléchis pas, je retire mon brelat, je suis première classe, personne pense que je vais faire ça. Je rampe, je tire le brancard filet, je le mets dessus, je le sangle et je le ramène. Et j'ai rien demandé à personne. Ça, c'est de la cohésion pure, vraiment, vécue. Et ça, la compétence, c'est la confiance en soi. Phénoménal. Et on sait que la confiance, c'est quelque chose qui se construit et qui peut se déconstruire. Il y a les cercles vertueux de la confiance, la reconnaissance, qui vous pousse à avoir de plus en plus confiance en vous. Et puis vous avez le cercle vicieux. Vous faites une bourde, vous en refaites une deuxième, vous êtes vu comme celui qui fait des bourdes, donc vous perdez en assurance. On connaît très bien ça avec des jeunes enfants ou avec des adolescents. Enfin, il faut mettre les gens en confiance. C'est un travail, la confiance. La compétence, c'est la confiance en soi. La cohérence, c'est la confiance dans le groupe. Je suis à la bonne place. Je suis là où je dois être. Je peux donner mieux, on va me changer de place, je vais devenir sergent, lieutenant. Je peux pas parce que je sais que je suis pas capable. Et je suis là où je suis, mais je pousse encore mes limites. Je deviens le meilleur pilote du régiment. Je sais conduire tous les trucs, je sais lire les notices techniques de véhicules étrangers. Voilà. Je suis le meilleur gars qui fait tolérance. Je suis capable d'identifier n'importe quoi. Voilà. Ma place dans le groupe. Cohésion, c'est quand tout le reste a disparu. Il y a toujours quelqu'un pour venir vous chercher, quoi. Voilà.
Et ça, pour moi, la résultante de ces 3 niveaux de confiance, c'est la capacité à s'engager là où personne n'irait. C'est-à-dire là où votre être profond vous fait partir en courant dans l'autre sens. C'est la seule raison pour laquelle les gens y vont. Il n'y en a pas d'autre. Parce que naturellement, sauf à être complètement fou, ou téméraire, ce qui est la même chose, mais le courageux, comme j'ai déjà écrit dans Réflexion, c'est le courageux s'ignore toujours. Il n'y a pas de courage construit. Ça n'existe pas. Le courage, c'est un instant particulier. Le courage, c'est le produit de ça. Et on ne sait jamais qui va être courageux, qui ne va pas l'être. On ne sait pas. Et donc c'est le collectif qui va serrer les coudes et qui va sauver la situation. Et donc cette cohésion, elle est facteur de confiance. Ces 3 éléments sont les conditions qu'on doit forger pour aller au combat. Une autre question, quel a été votre souvenir le plus marquant en OPEX? L'expérience de combat la plus intense que j'ai vécue, c'est en Afghanistan. L'expérience la plus horrible que j'ai vécue au sens de la confrontation à l'inhumanité possible de l'homme, c'est en Centrafrique. Alors pour le premier, c'est évidemment des expériences de combat où on perd des camarades qui sont tués ou qui sont blessés. Moi j'ai un souvenir très précis dans la vallée de Shpé en Afghanistan quand le PC que je commandais a été attaqué et que le guideur air avancé américain que je venais de briefer m'a été ramené avec une balle dans la tête, 15 minutes après. On l'a sorti du véhicule par les pieds. Bon. Et en Centrafrique, c'est des comportements de groupes armés visant en fait à terroriser la population et menant des exactions qu'on peut à peine imaginer sur des enfants, voilà, à peine imaginer. Ça m'a profondément marqué, évidemment. Et un souvenir un peu plus positif? En Centrafrique, quand on a repris le centre-ville de Bria, qui était quand même une opération assez audacieuse, parce qu'il fallait vraiment rentrer dans le cœur de ville de Bria pour ensuite reprendre toute la ville quasiment dans un combat urbain, rue après rue. Donc ça, c'était quand même une expérience assez unique. Oui. Quel est le moment où vous vous êtes dit, là j'ai vraiment trouvé ce que j'étais venu chercher à l'armée, ce qu'on ne peut pas trouver dans le monde civil? Là vous vous êtes dit, je suis à la bonne place, je peux donner le meilleur de moi-même. Constamment, en fait, au fil des opérations, et je dirais à chaque fois qu'un subordonné a réfléchi plus vite et a trouvé la solution. En fait, quand j'étais chef de section, quand mon sous-officier adjoint me disait, là, à mon avis, mon lieutenant, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou c'est comme ça qu'il faudrait faire, et ben là, il y a une très grande satisfaction de se dire, finalement, les gens sont à leur place. Vous parliez de courage juste avant, il y avait Rudyard Kipling qui disait que l'on ne peut pas se connaître tant que l'on ne s'est pas fait tirer dessus. Est-ce que vous avez vraiment connu un avant et un après votre baptême du feu? Et il y a plein de courage, il y a le courage d'écrire, il y a le courage de s'élever contre quelque chose qui nous semble inique. Je pense qu'il y a un courage particulier qui est lié et qui pour le coup se calcule moins que les autres, parce que le courage de prendre position, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir probablement, mais le courage viscéral, c'est-à-dire quand votre vie est en jeu, quand vous vous chiez dessus, quand vous pissez dessus, en fait, quand vraiment vous avez peur, quand vous pensez que vous allez y passer. Et là, en fait, c'est quand même un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a quand même, et tous ceux qui l'ont bien plus que moi et bien mieux que moi, l'ont dit, l'ont écrit, l'ont vécu, sont confrontés à l'hypothèse de la mort, pour reprendre la formule de Michel Goya. Quand vous êtes confronté à l'hypothèse de votre propre mort, ou celle de celui qui est juste à côté de lui, là, c'est un peu différent, quoi. Vous voyez les choses... d'abord, tout votre être vous dit de ne pas rester là, quoi. On vous a appris tout petit, puis vous êtes forgé pour... votre être, sauf si vous êtes suicidaire, il est fait pour se préserver. Donc tous vos organes, tout votre cerveau, tout réagit pour que vous soyez soit en mode fuite, ce que j'appelle la fuite intérieure. C'est hypothermique, quoi, hein. Vous fondez en vous-même, vous avez des gens hagards, ça plie où ils sont. Ou alors vous partez en courant, parfois dans la mauvaise direction, c'est-à-dire vers les lignes ennemies, mais voilà. Et donc la fuite, la panique, le stress très intense qui réduit vos capacités de réflexion. Donc je pense que le courage, dans ces conditions-là, il ne se calcule pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le prévoir, vous ne pouvez pas l'anticiper, vous pouvez faire tous les centres commando du monde, vous pouvez vous entraîner à vous faire peur et autres. Là, c'est autre chose. Durant votre vie de soldat et d'officier, quel a été votre rapport à la littérature? Moi, j'ai toujours lu, dès que je suis parti en mission, j'avais toujours une petite cantine remplie de livres, considérant presque même que le dépaysement, ou le fait d'avoir une sorte de parenthèse,
dans la vie quotidienne, même si une parenthèse de plusieurs mois était l'occasion de trouver un rythme différent et de lire beaucoup plus à ces occasions-là. Et j'ai souvent beaucoup lu et j'ai essayé d'avoir un panel très large de lecture. Alors, bien entendu, j'avais toujours un volet assez important sur les relations internationales, la stratégie. Après, j'avais un deuxième volet qui était de prendre des romans. Et très souvent, j'ai essayé de trouver la littérature du pays dans lequel j'étais. De lire des romans ivoiriens. Là, il y a 2 ans, j'étais au Brésil, j'ai ramené des romans typiques du Brésil, emportés pour m'imprégner un peu de la culture et naviguer ou rêver, j'allais dire, dans la pensée. La dernière fois que je suis passé au Sahel, j'ai acheté beaucoup de livres au Burkina ou au Mali, de littérature romanesque du pays. Voilà, je trouvais ça passionnant. Et après, le 3e volet, là, c'est vraiment, ça va sembler bizarre, mais philosophie ou poésie. Voilà. Et la philosophie m'a toujours accompagné. J'ai fait 7 ans de philosophie à Nanterre. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment une cohérence dans votre parcours et chaque aspect de votre vie répond aux autres et s'entrappuie mutuellement. Mais c'est le principe de la complexité des identités. Comme vos identités sont multiples en une seule personne, à vous de les faire correspondre. Et en fait, chaque chose peut donner son sens en contrepoint ou en complément à ce que vous faites par ailleurs. Alors après, vous pouvez avoir des contradictions, il y a des choses qui ne s'assemblent pas bien, mais d'une façon assez naturelle ou logique, vous avez tendance à faire converger les choses. Et vous évoquiez tout à l'heure la littérature. J'ai presque le sentiment que plus vous vous éloignez de votre domaine de compétences et plus ce que vous lisez va vous servir dans ce domaine. En fait, vous avez besoin d'écart. Qu'est-ce que vous pensez du rapport à la littérature dans le monde militaire ? Bon, c'est délicat de porter un avis d'abord parce que j'ai pas de données qui permettent d'avoir une étude. Ce que je constate, c'est qu'en règle générale, quand vous allez dans un régiment ou une brigade, la plupart des gens sont plutôt derrière des écrans, mais c'est pas toujours le cas. D'abord, moi, je suis toujours surpris quand je discute avec des officiers qui préparent l'école de guerre en particulier de mesurer la richesse de ce qu'ils lisent et le caractère très éclectique de ce qu'ils lisent. Moi, je fais partie de la revue Inflexion, j'ai des officiers autour de moi qui sont plus jeunes. Honnêtement, je suis stupéfait par la richesse de leurs pensées, leur capacité à rebondir. Voilà. Vraiment, je pense à un en particulier qui écrit des romans, mais voilà, cette richesse-là, elle existe, et je ne pense pas qu'elle soit plus faible ou moins présente qu'avant. Bon. Et ça, quand même, ça m'a frappé. Et les gens qui ne connaissent pas le milieu militaire sont, alors, eux, stupéfaits de voir qu'un militaire, ça peut lire, réfléchir, lire d'autres choses. Et ça, de fait, je pense que c'est une grande vérité. Mais plus largement, j'ai été souvent estomaqué par des jeunes, mais que j'ai trouvé à lire. Je me rappelle encore d'un jeune garde du corps du premier RPIMA qui lisait Spinoza dans l'hélico. Il était caporal. L'éthique de Spinoza, on a beaucoup discuté avec lui parce que j'ai travaillé sur ce texte. Et je l'ai retrouvé ensuite à Saint-Mexan. Il était sergent, il venait de réussir son... Voilà, il continue à lire Spinoza, donc il ne faut pas ranger les gens dans des catégories. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en tête, un roman par exemple ? J'ai beaucoup trop de projets en cours, c'est le problème. Voilà, alors, dans le champ littéraire, je suis en train de travailler sur une sorte de nouvelle introduction à la stratégie, une présentation de la stratégie qui soit accessible à tout à chacun, sans être détenteur des codes de la pensée militaire, donc quelque chose qui s'adresserait à un grand public. Et oui, j'ai bien l'intention d'écrire un roman. Est-ce que vous teniez un journal ? Alors j'ai des piles et des piles de journaux. Alors, je ne l'ai pas tenu de manière continue pendant ma carrière, mais j'ai des piles de carnets d'opérations. Donc j'ai écrit tous les jours quand j'étais en Afghanistan, j'ai écrit tous les jours quand j'étais au Mali et en Centrafrique. Et justement, ce rapport à l'écriture, qu'est-ce qui vous apportait en tant que soldat ? En fait, il permet alors, c'est un phénomène complexe qui est décrit dans l'introduction de ce livre-là, mais qui est que, dans un sens, en fait, la main, c'est-à-dire le travail de l'écriture, contraint la pensée. C'est-à-dire qu'il faut arriver, c'est facile de réfléchir, d'avoir plein d'idées, les mettre par écrit, et ce qu'on a écrit reflète ce qu'on pense, c'est compliqué. Et donc, il y a un jeu de va-et-vient entre l'esprit et la main qui écrit pour arriver à ce que la phrase corresponde exactement à ce qu'on veut dire. Une sorte d'effet il faut ciseler en quelque sorte ces phrases, et en ciselant ces phrases, on cisèle sa pensée aussi, c'est-à-dire qu'on l'affine progressivement. Donc ce travail d'écriture, c'est une manière à la fois de
porter sur une page ce qu'on pense vraiment, c'est pas simple. Et c'est surtout en rétro-effet, en écrivant, d'analyser davantage les faits. Et donc en écrivant en opération, il y a des choses qui se dégagent auxquelles on n'avait pas pensé. En écrivant, on se rend compte en fait, qu'on n'avait peut-être pas perçu les choses correctement, ou qu'il y a peut-être des manières différentes de les voir. Et moi, je me suis souvent étonné, parce que j'ai fait ce travail d'écriture à un moment où je devais systématiquement écrire au général qui commandait les opérations le soir pour lui dire voilà un peu comment j'ai analysé les événements de la journée. Et je me suis aperçu qu'en faisant ce travail d'écriture, en fait, je dégageais des choses auxquelles je n'avais pas pensé, spontanément. Et donc l'écriture est un média, en quelque sorte, qui permet de poursuivre le cheminement intellectuel. Et donc c'est dans les deux sens. Vous avez besoin de réfléchir et de vous faire mal à la tête. C'est le syndrome de la passe blanche, mais de vraiment, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous écrivez, par vous obliger à ciseler une phrase qui va vraiment correspondre à ce que vous pensez, et c'est très dur. Et inversement, en faisant ce travail-là, vous modifiez aussi la manière dont vous voyez les choses. Donc ça va dans les deux sens. Et à mon avis, c'est très important d'écrire, et plus les situations sont complexes, compliquées, tendues, plus on lit et plus on écrit, en fait. Effectivement, les mots forment notre représentation du monde. Bien sûr. Pour finir, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune aujourd'hui qui souhaiterait s'engager dans l'armée ? De savoir pourquoi il s'engage, d'y aller avec beaucoup de cœur et d'allant. Je racontais mon propre parcours. On ne peut pas demander à un jeune qui a 16 ou 18 ans de s'engager dans l'armée pour des raisons qui sont celles de quelqu'un qui en a 45. Quoi. Donc il faut accepter qu'un jeune, il ait une vision parfois romantique, romancée, parcellaire de son engagement, mais il faut à la fois lui montrer la complétude de ce que c'est que le métier militaire. Ça, c'est notre responsabilité, mais il ne faut pas éteindre cette énergie, cette étincelle qui lui donne envie de s'engager, parce qu'on a été pareil, et qu'on ne peut pas raisonner de la même manière quand on a 16, 17, 18 ans que quand on a 45. Donc il faut accompagner sans éteindre cette énergie. Eh bien, mon général, merci beaucoup pour cet entretien qui a été extrêmement riche. Merci, et bonne chance à tous les préparants en école de guerre, et merci pour cette belle interview.